je vous propose une nouvelle table ronde sur les enjeux philosophiques et sociologiques que soulève le projet de loi. Donc je souhaite la bienvenue aux personnalités que je remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation de cette commission spéciale qui est amenée à ouvrir les travaux sur ce sujet. Monsieur Philippe Bataille, qui est professeur de sociologie, directeur d'études à l'EHESS, Monsieur Damien Leguet, qui est philosophe, chargé d'enseignement à l'espace éthique de la PHP, et Monsieur Worms, qui est professeur de philosophie, directeur de l'ENS-PSL. Messieurs, je vous propose que vous puissiez faire quelques propos liminaires d'environ 7 minutes. C'est pour que vous fassiez 10, en fait. Hein. Que les rapporteurs puissent vous poser des questions, que vous puissiez répondre, et que chacun des collègues ici présents puisse éventuellement poser des questions aussi, sachant que derrière vous, il y aura encore une autre table ronde avant la pause. Donc, messieurs, alors, Monsieur Bataille, je vous sens prêt. Je ne sais pas pourquoi, vous sentez... Non? Oui? Allez-y, monsieur. J'ai pris le micro, je pense. Bonjour, merci évidemment de donner la possibilité de s'exprimer. Je vais le faire, comme c'est attendu ou indiqué, comme sociologue. Sous un chapeau que j'aimerais garder jusqu'au terme de ces 10 minutes, m'avait-on dit, que je vais tenter de ramener à 5. Je ne sais pas si... 7. Donc, 10, voilà. Mais sous cette idée, en tout cas, chapeau, je l'indique, qui est que la société française, et c'est un peu comme ça que parlent les sociologues, la société française attend des débats très apaisés sur la fin de vie, sur leur fin de vie. Cette attente est d'autant plus fondée qu'elle s'est exprimée plusieurs fois de manière précise avec la conférence citoyenne de 2023, qui porte le nom de cette idée, en tout cas, d'expression des Français, mais aussi déjà avant, sur plusieurs rapports, vous le savez, ils sont dans les documents qui alimentent la commission ou l'instance, en 2022, avec déjà le Conseil économique et social, qui parlait de la fin de vie et qui parlait surtout de l'heure des choix, en ouvrant l'espace de 2016 sur la fin de vie. Mais c'était aussi déjà le cas dans une période antérieure encore, et ce qui s'est dit dans les différentes instances depuis s'y réfère d'une manière ou d'une autre, et encore plus de manière appuyée dernièrement, notamment dans les instances de type Comité consultatif national d'éthique, qui avait évoqué la notion d'exception d'euthanasie sous le titre « Fin de vie, arrêt de vie » en janvier 2000. Vous le voyez, la période historique que nous couvrons, et je ne vais évidemment pas m'y arrêter de manière détaillée, mais couvre à mes yeux 1999 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 2024, et la probable écriture, en tout cas, ou vote probable d'une loi sur l'aide active à mourir, c'est-à-dire entre la première loi sur les soins palliatifs, ou le premier plan, plus exactement, excusez-moi, premier plan soins palliatifs en 1999, et la situation d'aujourd'hui. Pour les sociologues, l'entrée du début à la fin de cette mise en perspective, mise en regard, en quelque sorte, d'une activité qui a aussi été parlementaire, je ne m'y arrête pas plus à l'instant, mais la notion fondamentale qui intéresse le sociologue est celle qui a été utilisée précisément par le président de la République dans l'annonce qui a ouvert l'écriture de cette loi et son examen, ou son écriture encore aujourd'hui, qui est la notion fondamentale de solidarité sociale, notion fondamentale mise à jour par Émile Durkheim, qui en a fait une discipline. La sociologie, le sociologue, étudie la solidarité sociale. Ainsi définie, la solidarité sociale est aussi comprise comme principe d'action, c'est-à-dire qui élève la capacité sociale de tous les membres de la société à parvenir à se réunir et à s'unir. C'est le rôle, nous dit Émile Durkheim, qui fréquentait ces lieux, c'est le rôle de la loi, et seule la loi permet ça. Et il ajoutait l'éducation, c'est-à-dire, pour nous, la formation des professionnels, les médecins, les soignants, les aidants, les bénévoles, et d'une certaine manière, derrière la loi aussi, probablement les proches, la question du deuil qui doit nous préoccuper, et en particulier lorsque la mort est décidée, lorsque la mort est soignée. Le projet collectif du vivre ensemble tend vers son sommet le plus haut, le plus élevé, nous dit Durkheim,
en réalisant les valeurs qui fondent cette solidarité sociale. Et encore une fois, je ne m'y arrête même pas, ici la liberté, la fraternité et l'égalité devant la loi. Ce n'est pas, dit le sociologue, que la loi doit être faite pour un seul, mais, nous dit la discipline, un seul d'entre nous peut solliciter toute la loi à un moment de son existence, sans nécessairement y avoir pensé avant ou s'y être préparé. Et c'est pour cela que je ne m'arc-bouterai pas sur l'unique proposition, ou peut-être destin, du suicide assisté, mais bien d'articuler les deux dans une loi, l'euthanasie et le suicide assisté. Ce faisant, je souligne l'exceptionnalité non pas des cas ou des situations qui mobilisent la loi pour aider à mourir, mais l'exceptionnalité des personnes qui demandent à mourir. Celles-là sont le plus souvent en mesure de réaliser le geste létal elles-mêmes, si elles anticipent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. Beaucoup, au moment de s'éteindre, au moment de partir, s'en remettent avant tout à leurs médecins, à leurs proches, pour les derniers moments de la vie, mais surtout de leur existence. Une loi explicite sur l'aide à mourir doit aussi permettre d'éviter ce que nous avons trop vécu au niveau sociétal, au niveau de la société, c'est-à-dire tous. Ce sont les fracas médiatiques ou bien même maintenant des procès pénibles qui accablent la mémoire médiatique sur les conditions ou les circonstances du mourir en France lorsque la mort est annoncée. Nous avons tous appris à ne pas confondre Vincent Lambert et Vincent Humbert. Nous nous rappelons tous de Chantal Sébir, d'Anne Bert et d'autres noms qui seront évoqués plus ou moins précisément. Et bien sûr, je pense à Paulette Guinchard-Kunstler, qui précisément, avec son immense intelligence et sa prévoyance, probablement aussi son entourage jusqu'à médical, ont contribué à ne pas médiatiser le cas. Et ils ont eu raison. La chose a été connue après, éventuellement commentée, je ne m'y arrête pas plus. La société est apaisée sur ces questions et les Français attendent qu'une loi évite ce type de tourment, le fracas des médias, pour s'intéresser au silence, à ce qui se vit, qui ne se dit pas ou pas toujours, à ce qui se sait mais qui ne se répète pas, à ce que l'on apprend en clinique, à l'hôpital, ce que l'on décide, mais bien souvent, et trop souvent encore, peut-être un peu isolément. C'est à cette idée du silence que s'est affrontée, dans les dates et le spectre que j'ai ouvert, non pas simplement la cadence des lois Leonetti de 2005 à 2016, mais la loi de 2002 sur le droit des malades, qui a profondément modifié les relations de soins et de médecine, qui a profondément transformé les parcours de soins et la participation et même la responsabilité des malades dans des étapes cruciales de leurs soins, ne serait-ce que l'observance des traitements. C'est aussi de ça dont il est question, c'est la centralité de la parole des premières lignes, si vous voulez, des premiers concernés, de ceux et de celles qui réclament éventuellement mourir. Je le dis ici en m'illustrant d'une observation faite récemment en EHPAD, au moment où je suivais une équipe mobile de gériatrie d'un grand centre hospitalier qui intervient donc dans ces bâtiments socio-sanitaires. C'était la fille d'une dame de plus de 90 ans qui avait appelé. Sa mère était dans cette EHPAD depuis plus de 10 ans, dans cette même chambre, le même EHPAD dans lequel elle mourait maintenant. Mais les choses s'étaient mal passées jusque-là et surtout récemment. Elle était de retour des urgences pour une prise de sang à laquelle elle ne consentait plus. Ne voulant pas rejoindre l'hôpital, elle y a été transportée. La prise de sang a à peine été faite, elle a été ramenée chez elle dans sa chambre d'EHPAD et depuis elle ne parlait plus, surtout pas à sa fille, et ne mangeait plus et ne s'hydratait plus. J'ai vu la main de la vieille dame qui serrait celle de la gériatre de l'équipe mobile de gériatrie qui avait été appelée, au moment où elle était tournée uniquement vers le mur, dans une situation où son corps, qu'on appelle cachectique, s'était replié sur elle-même. Une simple pression de ses doigts sur la main de la gériatre qui lui demandait si elle voulait la sédation profonde et sans réveil, nous étions en 2020, ont suffi, avec l'équipe qui a pu se déplacer de manière plus conséquente à ce moment-là, mise en place de la sédation et accompagner dignement cette femme. Mais vous le voyez, la mort ne se réclame pas de manière explicite, pas de manière anticipée, et il faut être attentif à ces situations, couvertes en partie par la loi de 2016, mais pas suffisamment. Un court dialogue suivi d'une main qui serre pour acquiescer une proposition explicitement établie
d'une sédation permet aujourd'hui de la déclencher et soulage son douleur. Mais de tels cas ne se finissent pas toujours bien. Cette fois-là, il y avait une gériatre très attentive et qui a pu accompagner. D'où ces courtes remarques, et j'en fais deux simplement pour terminer, la seconde sera plus courte. Ces remarques qui soulignent, première remarque, l'importance, on l'a bien lu dans le projet de loi et dans le texte qui circule ou qui est travaillé ici, le principe de l'autorité médicale pour enclencher une procédure d'aide, d'accompagnement à mourir. Qu'on la définisse comme active ou pas à l'instant, qu'on s'arrête sur le suicide assisté ou sur l'euthanasie, et de manière centrale placer l'autorité médicale. Je ne discute pas une seconde cette centralité, d'autant plus que c'est le cas dans toutes les lois qui ont été écrites dans différents pays, mais j'interroge l'unité du monde médical dès lors qu'il fait part, comme il l'a fait ces derniers temps, de tensions internes sur la conduite à tenir et sur la gestion des situations médicales qui bien souvent mobilisent des principes éthiques et engagent, je vais lire dans un instant, jusqu'à la subjectivité de ceux qui accompagnent, que ce soit actif ou non actif. Une thèse que je dirige actuellement, celle d'un garçon qui s'appelle Samuel Thomas, montre que les principales tensions éthiques dans la formation des infirmiers et des infirmières dans les établissements spécialisés portent sur l'arrêt des traitements. Depuis 2002, il est possible qu'un malade demande l'arrêt des traitements. Et il est évident que ça pose ou que ça soulève des questions. Mais pourquoi n'a-t-on pas avancé plus depuis 2002 dans la formation et dans la préparation des infirmiers ou des médecins à ce type de situation? Les débats internes du monde médical sur ces questions qui bloquent, y compris son appareil de formation, montrent que toutes les capacités d'accompagnement d'un mourant engagent la subjectivité des soignants, des aidants et évidemment de ceux qui l'entourent. Sont engagés son milieu d'appartenance, ses références religieuses, mais aussi sa formation, son expérience, la spécialité exercée ou l'équipe avec laquelle on travaille quotidiennement. Et la loi ne se soustraira pas à cet engagement personnel, cet engagement de la médecine auprès de son malade. Probablement est-ce que parce que ces facteurs sont innombrables, y compris la stabilité ou pas d'une équipe, le turnover à l'intérieur de ces équipes, y compris de soins palliatifs, avec des formations qui durent parfois plus longtemps que le temps exercé dans la spécialité que l'on vient de rejoindre, qu'il faut laisser l'arbitrage au malade en lien avec ses interlocuteurs soignants médicaux, en posant évidemment les limites qui n'entravent pas celles que chacun d'entre nous est en droit d'établir pour son existence lorsqu'il la sait menacée. Laisser une plus grande place à la parole du malade et à la relation d'aide et de soins au moment d'arrêter un traitement qu'est la loi de 2002 questionne effectivement la capacité d'accompagner activement, avec une euthanasie ou un suicide assisté, la mort qui se réclame. La médecine n'a pas l'unité que l'application de la loi envisage probablement au moment de l'écrire, mais que les Français attendent dans son exercice. C'est cette capacité, cet espace d'implication de la médecine, sans nécessairement imposer la seule figure de l'auto-administration de la mort, qui ne sera pas tenable à terme, qui est aujourd'hui sollicitée. Ma deuxième remarque, beaucoup plus courte, et j'en termine en 1 minute ou 2 à peine, est de dire que nous amenons souvent dans le débat la comparaison internationale. C'est dans le spectre de la méthode ou de la recherche que d'être attaché à la comparaison internationale, de ce qui se fait à l'étranger pour montrer notamment que la loi ne résout pas tout et que des cas heurtent l'écriture telle qu'elle a été établie. Cela est vrai, mais c'est le destin d'une telle loi, comme c'est le cas des lois de bioéthique, qui sont elles aussi révisables. On ne peut opposer les difficultés rencontrées ailleurs alors que la loi existe pour bloquer l'écriture d'une loi qui effectivement aujourd'hui est réclamée. Monsieur Leguet ? Oui, vous pouvez. Ah, c'est à vous, oui. Si vous le voulez. Hein. Allô ? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'écouter et merci beaucoup pour cette table ronde. Comme le temps nous est compté et qu'effectivement, il faut aller vite et que vous avez déjà auditionné beaucoup de personnes, je voudrais passer directement à ma conclusion, quitte à reprendre un peu un certain nombre de choses. Je vois bien dans les débats actuels, ceux que vous avez depuis le début, qu'il y a au sein de tous ceux qui sont favorables à une évolution de la loi, au fait de passer
à cette aide à mourir, telle que vous la définissez. Il y a ceux qui sont favorables à ce que, d'une certaine façon, tout soit ouvert, que toutes les conditions, d'une façon ou d'une autre, soient proposées. Je renvoie à une table ronde que vous avez eue hier soir avec Véronique Fournier. Véronique Fournier disait qu'il faut effectivement faire sauter le pronostic vital engagé, qu'il faut ouvrir ces propositions-là. Et je me suis dit qu'il y a effectivement là une division très forte dans le camp de tous ceux qui sont favorables à une évolution de la loi du côté de l'aide active à mourir, entre ceux qui considèrent que l'euthanasie et que le suicide assisté peut devenir une modalité parmi les autres de mourir, une modalité parmi les autres de mourir, que après tout c'est pas si grave que ça, que qu'on peut sortir de la fin de vie, qu'on peut sortir des souffrances réfractaires, qu'on peut sortir de tout le cadre actuel pour proposer ça comme une façon comme une autre de mourir. Et puis il y a les autres, et c'est plutôt à ceux-là que je voudrais m'adresser, les autres qui disent une évolution est nécessaire, elle est même souhaitable, elle est même demandée, et elle ne sera possible pour vous, pour cela, que si il y a des verrous, que si il y a des conditions, que si nous en restons à la fin de vie. Et il me semble que cette position-là, que je comprends tout à fait, me semble tout à fait intenable. Véronique Fournier le disait hier soir. Elle disait, mais on voit bien que tous les exemples à l'étranger font que tous les verrous sautent, que toutes les conditions préalables qui sont posées au début finissent par être progressivement évacuées. Et que progressivement, tous ceux qui ont dit oui, mais, oui, peut-être, oui, sans doute, oui, mais, ceci et cela, à telle et telle condition, que tout cela se retrouve en situation où ils sont d'une certaine façon, ils se sont trompés eux-mêmes, où ils ont trompé leur propre conscience, où ils se sont laissés aller à un certain nombre de positions qui dépassaient ce qu'ils voulaient faire. Voilà, ça c'est ma conclusion pour dire que effectivement, il me semble qu'on ne peut pas considérer que la mort est une valeur positive et que donner la mort, de quelque façon que ce soit, puisse être une façon comme une autre de mourir. Il y a quelque chose qui est un saut qualitatif tout à fait fort qu'il importe de prendre en considération. Et que donc, et c'est ma conclusion, avant que de reprendre, ma conclusion, c'est de dire, mais il y a une autre solution possible. Et ce matin, quand vous avez écouté Claire Fourcade, il y a quelque chose qu'elle a pu dire et que vous n'avez pas sans doute pas complètement entendu à sa juste valeur, qui est de dire évolution sans doute, évolution possible sans doute, mais pour maintenir tous les équilibres et en particulier pour maintenir cette opposition forte et majeure des équipes de soins palliatifs et de tous ceux qui se sentent complètement mal à l'aise face à cela, à l'intérieur de tous ceux qui font le travail, une solution est possible, c'est effectivement la solution de l'Oregon, c'est la solution suisse, c'est la solution du suicide assisté, point barre. Alors maintenant, si je reprends effectivement mon propos, je voudrais, dans un premier temps, essayer de montrer en quoi est-ce que la proposition telle que proposée ici, telle que dit ici par Madame Vautrin, selon laquelle il y a une continuité de ce que vous allez faire maintenant ou de ce que vous proposez de faire maintenant, une continuité avec les lois précédentes, me semble être problématique. Il y a une différence de nature. Il y a une différence de nature entre ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Leonetti. Deuxième point, il y a une différence de nature entre une médecine d'accompagnement jusqu'à la mort et une médecine qui donne la mort comme un soin. À partir du moment où la mort est intégrée dans le soin, on passe, me semble-t-il, à autre chose. Il y a une différence de nature entre un État qui dit que, je cite Robert Badinter en 2004, après, je ne sais pas, qui dit en 2004, respecter la vie est le premier des droits de l'homme. On ne peut pas prendre la vie d'autrui. Et donc une différence entre cela et un État qui fixe les conditions d'une mort légale et légitime. Et François Sureau, tout récemment, a mis en garde tout le monde sur un État
qui fait de la mort donnée un droit et que ce droit-là fait prendre un risque à toutes les générations futures, considérant qu'à partir du moment où une autorisation de l'État est donnée à l'État pour donner la mort, à ce moment-là, tout peut se passer, les conditions peuvent changer, le droit restera et les principes peuvent changer. Il y a là quelque chose qu'il faut mesurer dans cette autorisation qui est donnée. Quatrième différence de nature entre une dignité inconditionnelle, une dignité kantienne, si on veut, qui ne s'évalue pas, qui ne se juge pas, qui ne peut pas être révisée, et une dignité qui est évaluable, révisable, qui suppose effectivement qu'on peut d'une façon ou d'une autre considérer que quelqu'un peut se juger lui-même indigne de continuer à vivre. Quand André Comte-Sponville, qui est grand spécialiste de ces questions-là et grand partisan de l'euthanasie, nous explique lors du Covid que la vie d'un vieux est de moindre importance que celle d'un jeune, ça me fait peur. Quand le même André Comte-Sponville dit que la mort donnée est un droit de l'homme, ça me fait peur. Cinquième point, il y a une différence de nature entre une prise en charge maximale de la souffrance, une lutte contre l'absurdité de la souffrance, et la souffrance est absurde, et la mort donnée comme un arrêt de la souffrance. Vous voyez ? Sixième point, il y a aussi une différence de nature entre une prise en charge de la pulsion de mort et une résignation face à cette pulsion de mort. La pulsion de mort nous est constitutive. Nous sommes par définition dans un dualisme pulsionnel. Et donc, tout ce qui va d'une certaine façon flatter, encourager du côté de la pulsion de mort, me semble-t-il, pose un problème. Septième différence de nature entre ceux qui tiennent compte de l'ambivalence psychique face à la mort et ceux qui minimisent cette ambivalence. Lundi soir, Régis Aubry lui-même, qui donc est auteur aussi de l'avis du CCNE, expliquait qu'il y a une différence entre une demande de mort et une volonté de mourir. Et il ajoutait, la volonté de mourir est complexe. Les demandes sont ambivalentes. Comment est-ce que l'on passe d'une demande à une volonté ? Comment est-ce qu'une demande persistante finit par aboutir à une volonté ? Et on voit bien que le risque d'une loi qui fixerait tout cela risque de figer la demande, de couper un processus par définition ambivalent, d'enfermer le malade dans une demande. Et je dis ça parce qu'effectivement, Monsieur Bringuet, donc président de l'Académie de médecine, disait bien que là aussi, les psychiatres sont les grands oubliés de ce projet de loi. Quelque chose doit pouvoir, me semble-t-il, être évalué sur cette ambivalence-là, sur cette différence-là, sur cette demande qui existe quand elle existe et qui n'est peut-être pas complètement une volonté. Ça, c'est ma première partie. Deuxième partie, donc, je voudrais revenir sur un certain nombre de points quant au projet de loi tel que vous l'examinez en ce moment. La première chose, c'est, j'y reviendrai pas trop, mais quand le président de la République nous dit effectivement, et Madame la ministre aussi, qu'il ne faut pas parler d'euthanasie, il ne faut pas parler de suicide assisté, mais d'aide à mourir. Il y a là, beaucoup l'ont dit avant moi, je ne le répéterai pas, mais il y a là quelque chose qui est, d'une certaine façon, une forme de corruption des mots, hein, d'euphémisation de réalité pour adoucir une certaine réalité. Disons les choses comme elles sont, et je sais que beaucoup de ceux qui sont partisans de cela disent qu'effectivement, il s'agit bien d'euthanasie et il s'agit bien de suicide assisté. Et pourquoi ça m'inquiète, cette euphémisation des termes ? C'est que d'une part, effectivement, Madame Vautrin vous a expliqué qu'il n'y a pas de suicide assisté car les conditions sont strictes. Ben, j'espère qu'elles le sont à l'étranger aussi. Et elle vous a expliqué qu'il n'y a pas d'euthanasie car il y a un référentiel intentionnel. J'ose espérer que c'est le cas aussi à l'étranger. Donc ça, c'est la première raison qui m'inquiète. La deuxième raison qui m'inquiète, c'est qu'on a l'impression d'inventer un modèle français qui ne supposerait pas
d'éléments de référence à l'étranger. Et l'étranger, et ça mériterait de regarder un peu dans le détail ce qui se passe à l'étranger, l'étranger nous montre bien effectivement ce qu'il en est des évolutions, de l'augmentation, des demandes qui sont faites, de tous ces dérives que l'on peut constater comme telles par rapport au projet initial. Et troisième chose, il faut toujours se méfier des euphémismes, parce que les euphémismes, d'une certaine façon, visent un tout petit peu à tromper son monde. Quand on dit aide à mourir ou aide active à mourir, et qu'on le propose à des gens qui sont en fin de vie, d'une certaine façon, les soins palliatifs sont de l'aide à mourir, sont de l'aide active à mourir. Donc, disons qu'il y a cette différence-là qui suppose qu'on parle d'autre chose. Deuxième point, la fraternité. Je ne reviendrai pas sur ces termes de fraternité, mais juste un point qui me stupéfie un tout petit peu. On parle de fraternité, le président de la République parle de fraternité, la loi serait une loi de fraternité, mais pour ne parler que de ce qui se passe depuis 7 ans, on voit bien que la fraternité générale, qui supposerait, 1, de donner des moyens massifs pour les soins palliatifs, 2, de faire en sorte de donner des moyens pour les hôpitaux psychiatriques, 3, cette fraternité générale qui supposerait d'avoir une aide forte pour les 200 000 tentatives de suicide par an en France. Et troisièmement, ou quatrièmement, tout ce qui concerne les urgences et la prise en charge de la souffrance, toute cette fraternité-là qui fait défaut, qui malheureusement n'est pas au rendez-vous, toute cette fraternité-là semble effectivement être percutée par, disons, une petite fraternité du coup de grâce qui supposerait que maintenant on sortirait ou on mettrait en avant la fraternité euthanasique ou du suicide assisté, quand malheureusement on n'a pas réussi globalement, et vous n'avez pas réussi, je parle de vous en tant qu'État et Assemblée nationale et décision, à faire en sorte que toutes ces solidarités-là, que toutes ces fraternités-là soient au rendez-vous. Troisième point, je vois que le temps passe, troisième point, faire avec, et non pas contre les unités de soins palliatifs et les équipes de soins palliatifs. J'ai entendu ce matin Claire Fourcade, quand elle dit ce matin qu'effectivement 76% des soignants sont inquiets, 90% ne veulent pas injecter de solution létale, 90% prédisent des conflits et 22% des médecins veulent quitter le métier, je me dis, mais comment est-ce que tout ça va se faire? Contre qui vous voulez le faire? Comment est-ce que les choses peuvent se faire quand ceux qui sont sur le terrain et à qui vous dressez des couronnes et des louanges disent manifestement qu'ils ne veulent pas le faire et que ça leur pose plus de problèmes que de solutions? Comment les choses peuvent d'une façon ou d'une autre se faire? Et quatrième point, quand on dit que le droit qui serait donné à certains n'a pas d'effet sur le reste, vous voyez, il me semble que là, il y a une erreur. On connaît pour la partie du suicide ce qu'on appelle l'effet Werther, c'est-à-dire le fait que quand il y a des suicides remarquables ou remarqués ou dont on fait la publicité, il y a un effet de contagion des effets de suicide. On voit bien à l'étranger que l'offre crée la demande, mais on voit bien surtout, et c'est ça le problème me semble-t-il, on voit bien surtout qu'il y a un effet, on le voit à l'étranger, on le voit au Canada, on le voit aux Pays-Bas, il y a un effet de contagion quand la porte est ouverte, un effet de contagion sur d'autres demandes qui sont liées à la lassitude, à la souffrance existentielle, au sentiment d'être de trop, à la solitude. On a rappelé récemment qu'au Canada, effectivement, il est indiqué qu'un tiers des aides actives à mourir indiquent comme motif d'être à la charge de leurs proches. Donc, mesurons les effets d'entraînement de ces situations-là. Et dernier point, et je m'arrêterai là. Dernier point, excusez-moi. Dernier point, je trouve un peu étonnant, effectivement, qu'on ait mis ensemble dans votre projet de loi à la fois les soins palliatifs et à la fois l'aide active à mourir, considérant, comme malheureusement on le constate, que le plan tel qu'il vous a été soumis et tel que vous allez sans doute le voter, ne fait qu'une augmentation de 6% du budget. Donc l'offre palliative telle
tel qu'on peut le supposer, ne sera pas malheureusement au rendez-vous. Voilà, j'avais une conclusion un peu plus développée, mais je m'arrête là. Merci. Merci, Monsieur Worms. Merci, il faut appuyer là, c'est bon. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre invitation. Merci à toute la Commission. C'est effectivement un honneur et une responsabilité aussi d'exprimer un point de vue dans ce cadre sur ce sujet critique. Ce que je voudrais faire, c'est souligner un seul point, même si je vais le décliner en 3 temps. Le point que je voudrais souligner, et ça m'amènera sur le fond, d'ailleurs pas tellement sur le fond, mais sur la forme, à faire quelques points de différence avec ce qui vient d'être dit, mais plus sur la forme que sur... en tout cas pas sur tout le fond. Le point que je voudrais développer, c'est le lien et la différence entre l'aide à mourir et le soin. Et d'ailleurs, on pourrait le dire autrement, c'est le lien ou la différence entre l'aide à mourir et la fin de vie. Pour moi, ces 2 sujets sont à la fois inséparables, et je pense justement qu'au contraire, ils sont très justement reliés dans une seule et même loi, proposition de loi. Et en même temps, bien entendu, il y a une différence, il y a à la fois une continuité et une discontinuité entre les deux. Et je crois qu'il faut être très précis sur ces 2 points, parce que sinon, on risque effectivement de tomber dans la simplification d'un côté ou de l'autre. En quelque sorte, si on coupe le lien, on perd tout critère. Et si on confond les deux, on est aussi amené à perdre de vue la singularité critique de ce qui amène à penser l'aide à mourir. Donc il faut le lien et la différence. Alors je vais les décliner en 3 temps. D'abord sur une question de principe, puis sur une question de pratique avec le rôle concret des médecins, et enfin sur la question de la loi et la façon dont chaque citoyen, avant même d'être dans cette situation critique pour lui-même, s'y projette. Et s'y projette inévitablement. Le lien de principe, il me semble en effet, moi de mon côté, c'est pour ça que je rejoins certaines des choses qui ont été dites, et d'ailleurs par mes 2 collègues, et avec qui d'ailleurs on a déjà été plusieurs fois en discussion l'un et l'autre, il me semble en effet que l'aide à mourir n'est légitime qu'en fin de vie, et qu'il ne faut jamais les dissocier. Et même si j'avais une seule minime suggestion de rédaction concrète du texte qui est proposé à votre vote et à vos discussions, ce serait de dire toujours « aide à mourir en fin de vie ». Parce que finalement, il est vrai que cette notion d'aide à mourir, qui a quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire désir de mort ou demande qui sollicite l'aide de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans le suicide, on n'est pas non plus dans une relation anodine avec autrui, n'est légitime justement qu'en fin de vie. C'est-à-dire au fond qu'elle suppose pour être légitime de maintenir ce qui est le principe, en un sens, de la légitimité éthique, mais qui peut arriver à des contradictions, bien entendu, qui est la lutte contre la mort. La lutte des humains contre la mort est quand même le principe premier de l'éthique médicale en particulier, mais de l'éthique tout court, et peut amener effectivement chez des vivants humains à des contradictions. Et là, on est dans le cas d'un type de contradiction tragique, mais on doit penser ces contradictions sans abolir ce principe. Il y a d'autres cas. Alors je sais qu'on m'a souvent dit que c'est pas la même chose, mais malgré tout, c'est une autre type de contradiction entre le principe général de lutter contre la mort et quelques exceptions tragiques. Un autre cas tragique, peut-être le seul autre, avec l'aide à mourir en fin de vie, c'est celui de la légitime défense, laquelle légitime défense autorise exceptionnellement, sous certaines conditions qui sont des verrous, et avec des lois qui tiennent ces verrous, et qui sont amenées à les juger rétrospectivement, parce que sur la question des verrous, je pense qu'il y en a dans ce texte, et que si on ne croit pas aux verrous, on ne croit plus à la loi en général, puisque dans tout domaine, la loi est ce qui met des verrous. Donc, mais dans la légitime défense, bien entendu, il y a un régime d'examen, heureusement, qui fait qu'il ne suffit pas de se sentir menacé, par exemple, et il faut des critères extrêmement précis sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais l'aide à mourir en fin de vie, cela suppose effectivement d'être passé par le soin, d'avoir lutté contre la mort, y compris avec le soin, et j'y conclurai par là avec tous les soins, et d'être arrivé à une sorte de palier où, dans l'expérience d'une contradiction, je pense, c'est ce que dit aussi cette expression, aide à mourir, c'est-à-dire dans l'expérience d'une limite traversée, et au fond de dire, après avoir lutté contre la mort, j'en viens
à cause de l'incurable, en effet, à cause des souffrances réfractaires, en effet, à cause d'une extrémité, en effet, j'en viens à désirer ce contre quoi, à demander, peut-être pas à désirer, mais à demander ce contre quoi j'ai lutté et ce avec quoi, au nom de quoi j'ai orienté tout un principe éthique, politique, avec les autres, avec la défense du soin, avec les proches. Et donc, en effet, je pense qu'il faut que la demande d'aide à mourir ne contredise pas la lutte contre la mort, mais au contraire, atteste qu'on est arrivé à une limite critique. Pour moi, c'est ce que veut dire le mot « aide à mourir ». Le mot « aide », il n'est pas rhétorique, il n'est pas vague. D'abord, le mot « aide », dans son histoire, ici, il faut faire un peu effectivement d'histoire de la bioéthique, et Philippe Bataille l'a esquissé en partie. Le mot « aide », il est présent ici justement pour désigner une contradiction. Il est présent pour dire « ça n'est plus un soin ». Ça n'est pas un soin. Et pourtant, c'est une réponse à une demande, et c'est encore une forme de secours, pourrait-on dire, de répondant à une demande face à une souffrance. Il est important de dire que ça n'est plus du soin, puisque le soin, je le pense, et j'y reviendrai dans mon deuxième point dans 2 secondes, le soin est en effet une lutte contre la mort et, par défaut, comme dans le soin palliatif, contre la souffrance, et ne peut pas peut-être, en effet, viser ce qui est le contraire, ce qui est son contraire, c'est-à-dire le geste actif qui conduit à la mort, sans se contredire profondément. Le mot « aide » est donc issu d'une longue réflexion de bioéthique pour désigner cet espace tragique et critique entre le soin qui lutte contre la mort et malgré tout les critères d'une demande qui vient dans le cadre du soin, qui vient après le soin, mais qui n'est plus un soin. Et la formule par laquelle moi je désigne maintenant l'aide à mourir, c'est que ça n'est plus un soin. C'est-à-dire que ça suppose tous les soins, mais ça n'en est plus. Il ne suffit pas de dire que ça n'est pas un soin, comme le disent à juste titre les soignants. Il faut dire que ça n'en est plus un. C'est-à-dire que ça requiert malgré tout les soignants pour définir même les critères de ce qui ne relève plus d'eux. Du moment où ils passent la main, où ils écoutent une demande dont ils ne sont plus le seul critère, mais qu'ils vont être amenés à légitimer et peut-être à accompagner, c'est le mot dans la loi, accompagner par un geste ou un secours ou une attention médicale. Je pense aussi que le mot « aide » permet de contourner cette opposition ou ces surdéterminations des mots euthanasie et suicide, mais qui sont pas, c'est pas par demi-mesure. Le mot aide est tout à fait précis. C'est quelqu'un qui demande, dans tous les cas. Et je crois qu'il faut éviter à la fois, évidemment, de penser le suicide assisté en général, parce qu'il ne s'agit du suicide assisté que en fin de vie. L'assistance, le suicide demande, dans tous les autres cas, plutôt une assistance dans l'autre sens, pour être évité. Sinon, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, le mot « aide » montre dans sa fragilité, justement, un point critique et pas du tout un point faible, mais au contraire un point très, très fort. Je pense que l'émergence dans les discussions de bioéthique de ce terme d'aide à mourir, il faudrait compléter par aide à mourir en fin de vie, est donc tout à fait précise, critique. Ce n'est pas du tout une image, c'est un concept extrêmement précis qu'il faudrait distinguer du soin, bien entendu, sans pourtant en faire un geste barbare, puisqu'on répond à une demande qui vise à secourir une souffrance qui a traversé toutes les autres et qui suppose le verdict de l'incurable face à un souffrir qu'on pourrait décrire comme pire que la mort, au sens où celui ou celle qui le demande comme un moindre mal. Pas comme un bien, mais comme un moindre mal. Donc, cette conscience d'une demande critique, malgré tout, est tout à fait fondamentale. Donc, c'est mon premier point de principe. Il ne faut jamais séparer l'aide à mourir de la fin de vie ou du soin. Et il faut pourtant marquer leur différence. Et c'est pour ça que la continuité et la distinction des 2 chapitres dans cette loi, ou cette proposition de loi, me paraît, à titre personnel, bien entendu, mais avec des arguments, puisque c'est ce qu'on nous demande ici, fondés sur des principes, c'est la seule chose qu'assume la philosophie, et de ce point de vue-là, tout le monde en fait, très cohérente. Le deuxième point, c'est sur la pratique. Parce que ce lien et cette différence entre la fin de vie et le soin se traduit par une situation presque intenable pour les soignants, et qui est pourtant nécessaire. Et dans les débats que j'ai eus récemment, on en a organisé 2 entre l'École normale et l'Institut Curie, qui s'intitulaient justement Aide à mourir et fin de vie, avec notamment Alexis Burneau, qui dirige le service de soins palliatifs, et beaucoup de soignants. Et on a eu un débat très, très approfondi, je crois notamment avec Claire Fourcade. La place des soignants est à la fois est déterminée par cette contradiction, est déterminée comme impossible et nécessaire.
les soignants ont raison de dire que ça n'est pas du soin. Ça n'est plus du soin en tant que tel. Ils répondent à une demande qui est une demande extrême, qui a traversé tous les soins, mais qui, en effet, est assumée par le sujet comme étant, en effet, de l'ordre du suicide, mais très particulier, avec la souffrance attestée par la médecine. Du coup, le médecin peut et doit dire « ça n'est pas du soin », et en même temps, il est le seul à pouvoir dire, à donner les critères pour lesquels ça n'en est plus, ou pour lesquels tout a été traversé. Les soins organiques, les soins psychiques, qui sont fondamentaux, je vais y revenir, et effectivement le système social de santé qui doit avoir tout fait. Je crois que l'Association française de soins palliatifs, l'ASFAP, a un rôle clé pour moi dans ce sujet. Les médecins ont en effet à marquer à la fois une forme de distinction et une responsabilité profonde. Sans le critère médical, en effet, on risque toutes les dérives. Mais le critère médical de ce qui ne relève plus de la médecine. Et donc, ce lien entre soins et fin de vie est crucial, aide à mourir et fin de vie, est crucial non seulement dans le principe, mais dans la pratique. Et il faut trouver, en effet, cette place des soignants sans lesquels on risque les dérives et qui doivent pourtant être mobilisés dans leur rôle uniquement. Je crois que j'ai déjà atteint mes 3 minutes, mais le dernier point, c'est pourquoi une loi ? Parce que, effectivement, s'il y a un lien très fort entre aide à mourir et fin de vie, un lien extrême, critique, on peut et on doit espérer qu'il concernera très très peu de personnes. On pourrait, et en effet beaucoup le soutiennent, y compris des grands philosophes, pour ma part je me réclame, Paul Ricoeur, Georges Canguilhem et quelques autres, qu'il suffirait de légitimer après coup une transgression implicite, jugée après coup par la loi, par le médecin en tant que tel, justement, qui ferait le geste. Je crois qu'il faut des verrous pour maintenir l'aide à mourir dans la fin de vie, mais qu'il faut une loi qui, en effet, se situe dans la double cohérence des lois sur la fin de vie qui ont précédé, parce que ça se situe dans le prolongement de l'ouverture de la sédation, dans les lois sur la fin de vie, et dans la loi des droits des patients. Et il faut surtout une loi parce que le problème de la décision extrême dans les cas tragiques en fin de vie concerne très peu de gens en pratique, mais tout le monde dans la représentation ou dans l'accompagnement. Chacun, malgré tout, et chacune se projette dans cette situation. Et il faut, à mes yeux, qu'il y ait un espace possible pour cette demande et que chacun demande que cette demande soit possible et audible. Non pas pour y être confronté, forcément, mais parce que c'est l'ultime espace de la demande et du secours. Et je pense effectivement que c'est pourquoi, dans tous les sondages, il y a une forte demande pour cet espace de parole, en espérant que tout sera fait pour éviter d'y être conduit soi-même et pour éviter d'y accompagner les autres. Et donc je conclurai que par le fait que le lien entre l'aide à mourir et le soin implique de dégager un espace minimal pour l'aide à mourir et un espace maximal pour le soin. Un espace maximal qui n'encourage pas seulement une loi sur le soin palliatif, mais comme je disais à Claire Fourcade, une loi sur le soin en général, qui en effet mobilise la société autour des soins palliatifs, mais aussi autour de la prévention, autour de la santé publique, la santé physique et mentale, lutter contre aussi le désir pathologique de mourir, qui est effectivement pas du tout celui qui doit conduire à écouter la demande. Donc lutter aussi contre les conditions sociales d'inégalité devant les soins. Bref, il faut avoir mis en œuvre tous les soins, y compris par des dispositifs de justice, pour que cet espace extrême et critique au-delà du soin, cette aide à mourir qui, à mon avis, a sa place dans la loi pour dégager cet espace extrême et critique dans la société, comme c'est la force d'une législation démocratique d'assumer les contradictions humaines, eh bien, je pense, oui, dans ce contraste entre une forte loi sur le soin qui dégage les critères de cet espace minimal et critique, on concilie les exigences contradictoires que tout être humain et toute société démocratique doit concilier. Merci, messieurs, pour ces propos liminaires. Je passe la parole au rapporteur général, Olivier Falorni. Merci, Madame la Présidente, et merci, messieurs, de vos interventions brillantes et éclairantes. Je voulais tout d'abord vous poser, vous avez fait référence, Monsieur Leguet, à l'audition de Régis Aubry et aussi d'Alain Claes.
du Comité consultatif national d'éthique. Et je voulais vous poser directement une première question à tous les trois, parce que cet avis 139 a eu un rôle important. Est-ce que vous partagez le fait que le CCNE affirme qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir selon certaines conditions strictes? Êtes-vous en phase avec cet avis 139? Deuxième question, Monsieur Worms, vous avez utilisé une formule qui me plaît beaucoup. Si on ne croit pas au verrou, on ne croit pas à la loi. Chacun méditera cette formule. Je pense qu'elle s'applique pleinement à notre exercice démocratique et républicain. Et justement, je voulais vous demander à tous les trois, comment percevez-vous les conditions d'accès, les conditions d'éligibilité que l'on peut considérer comme des verrous? Après, la terminologie, là c'est pareil, hein. Chacun utilise les mots qu'il juge adaptés, mais quelle approche avez-vous de ces conditions d'accès? Sont-elles trop restrictives? Ne le sont-elles pas assez? Et troisième question, l'aide à mourir peut-elle être considérée comme un geste de fraternité? Parce que ce terme a fait débat, le président de la République l'a utilisé, il a été contesté dans la table ronde précédente. Et pour continuer dans la table ronde précédente, j'en profite, comme j'ai des philosophes de haut niveau sous la main, je dois avouer que j'ai été un petit peu surpris d'une réponse qui m'a été faite tout à l'heure. J'ai évoqué les 4 lois qui ont marqué le début de ce quart de siècle dans lequel nous sommes engagés. 4 lois qui ont permis 2 grandes conquêtes. Alors, je ne parle pas de la loi actuelle, hein, je ne parle pas de cette loi que nous votons comme une loi de conquête. Par contre, je parlais de 2 conquêtes majeures qui ont été permises par les législateurs qui nous ont précédés et qui ont permis le droit de ne pas souffrir et le droit de ne pas subir. De ne pas souffrir, de considérer que la souffrance n'était pas inévitable, n'était pas nécessaire, et le droit de ne pas subir l'acharnement thérapeutique. Et on m'a répondu, oui, mais alors ces conquêtes se sont faites contre qui? Parce que les conquêtes, c'est toujours contre quelqu'un. Alors, contre qui peut se faire la conquête du droit de ne pas souffrir et le droit de ne pas subir? Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, à Monsieur Bataille, dans ces échanges, on entend beaucoup parler de la rupture anthropologique. Donc, j'interroge le sociologue, est-ce que celui qui demande à mourir et celui qui demande cette aide à mourir, est-ce qu'il trahit son groupe? Est-ce qu'il trahit la société des vivants, des survivants, en nous abandonnant à notre sort de ceux qui vont bientôt un jour subir la même épreuve? Question de sociologie. Est-ce qu'il n'y a pas un rejet manifeste de celui qui ose le geste? Pour Monsieur Le Gay, vous avez totalement raison, je serai d'accord avec vous sur ce point. Tous les verrous finissent par sauter. Et c'est toute l'histoire de l'évolution du droit des femmes. Et c'est toute l'histoire de l'évolution des droits des patients et des malades. Oui, c'était un peu les mêmes qui étaient contre la pilule, qui étaient contre l'IVG, qui étaient contre la PMA, le mariage pour tous. Oui, c'est tous les mêmes. Et tous ces verrous ont sauté. Oui, le patriarcat médical a sauté. Oui, le droit de refuser un traitement, le droit de ne pas souffrir, le droit de s'opposer, y compris contre soi-même, et de provoquer sa mort. Oui, tout ça, ce sont des verrous qui ont sauté. Alors, avec M. Worms, le macroniste que je suis boit du petit lait, parce qu'il a fait en quelque sorte l'exégèse du en même temps, la séparation et le lien. Et vous rejoignez aussi ce que nous disait Fabrice Xil, ce n'est pas un soin, l'aide à mourir, c'est, dit-il, la reconnaissance partagée, patient et
et médecins d'une finitude partagée, finitude des soins et finitude de l'existence. Donc, oui, il y a alors, la question que j'aurais voulu poser à Cynthia Fleury, si elle était venue, est la suivante. Est-ce que l'aide active à mourir est un humanisme? Puisque ce n'est plus un soin, ça ne relève plus des soignants, mais est-ce que c'est encore un geste humain? Est-ce que c'est dans ce qu'on appelle un humanisme? Je vous remercie. Madame Meyer-Meillery. Oui, merci, merci madame. Alors, voilà. Oui, j'avais une question pour vous, monsieur Leguet. J'aimerais que vous expliquiez pour quelles raisons vous parlez d'une approche euphémisante lorsqu'on parle de fin de vie, d'aide à mourir, en fait, qui est une façon englobante pour parler à la fois d'aider les gens à mourir quand ils ne sont même plus capables de s'auto-administrer la substance létale, puisque c'est prévu dans la loi, et dans le cas général, puisqu'on parle d'une aide active à mourir, c'est aussi, dans la majorité des cas, semble-t-il, les patients qui feront ce choix de s'auto-administrer la substance létale. Donc moi, je ne considère pas que c'est un euphémisme, on ne se cache pas derrière de petits doigts, la loi dit exactement ce qu'il en est. Donc j'aimerais comprendre si c'est un jugement de valeur ou si c'est vraiment une approche philosophique ou sociologique qui vous motive ou qui vous anime. Merci beaucoup. Madame Christol. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Worms. Je reprends vos paroles. Vous avez dit l'aide à mourir n'est légitime qu'en fin de vie, et vous avez poursuivi en disant que l'aide à mourir suppose tous les soins, même s'il n'est plus un soin. Il mobilise les soignants qui sont amenés à légitimer et même à accompagner. Et là, la question que je me pose, c'est par rapport à l'article 11 de ce projet de loi qui comporte ces termes-là. Exactement, c'est-à-dire que l'administration se fait en présence d'un soignant ou par le soignant ou par une personne volontaire. Et puisque pour vous, l'aide à mourir n'est plus un soin, comment voyez-vous cet article, l'écriture qui est par rapport donc à la présence ou pas d'un soignant ou d'une personne volontaire? Je vous remercie. Merci. On passe aux réponses. Monsieur Worms, vous étiez le dernier interpellé. Merci beaucoup. Alors, je vais partir de cette dernière question et essayer de remonter rapidement vers les autres. Je pense que justement le terme accompagnement, qu'il soit bien choisi ou pas, montre bien qu'on a besoin du médecin dans un rôle qui n'est plus exactement celui du soin, c'est-à-dire que le soin étant défini, je pense que c'est ça l'implicite, d'abord par la lutte contre la mort et aussi la lutte contre la souffrance. Et de ce point de vue-là, certains diront que lutter contre cette souffrance réfractaire, c'est encore un soin, mais je pense qu'en effet, il faut assumer le fait de cette contradiction et de fait que le soignant est là pour les critères, pour que ce geste soit médicalement contrôlé, défini, les critères aussi de la méthode, du geste, que ce ne soit pas une souffrance de plus. C'est dans un cadre médical, c'est la contradiction et la force de cette demande et de cette loi, qui a donc suppose toute l'institution médicale et sociale et politique derrière. Mais en effet, je pense que le confondre avec le soin peut menacer les principes même d'éthique médicale et qui amène à des contradictions. L'éthique médicale, c'est de ne pas c'est de lutter contre la mort. Elle rencontre des formes de contradiction déjà depuis le début, depuis le tribunal de Nuremberg et dans toutes les lois de bioéthique, puisqu'il faut aussi respecter la volonté des patients, qu'un patient a le droit de refuser un traitement. Cette contradiction est donc entre deux formes de soins d'autrui, c'est-à-dire entre la lutte contre la maladie ou la souffrance et le respect de sa liberté. C'est donc pas la première contradiction bioéthique devant laquelle on est là, mais c'est l'ultime finalement, celle qui, en effet, peut justifier qu'on ne parle plus de soins. Et moi, de mon point de vue, je pense que le mot d'aide, accompagnement, mais il faut quand même la présence du médecin. Donc je crois que c'est un peu ça que j'essayais de dire, sans cette continuité, discontinuité, qui implique encore un rôle, mais plus le même. Alors après, le définir, je crois que la loi de proposition, en tout cas, cerne assez bien le problème. La solution peut peut-être encore être précisée. Pour être rapide aussi sur en même temps, je pense que oui, en effet, il faut tenir les deux bouts, mais
la seule, enfin en tout cas la nuance que j'apporterai, c'est que j'assume le fait qu'il y a une tension, une contradiction. Ça n'est pas facile de le en même temps, autrement dit. Mais le fait de dire que c'est une contradiction est quand même très sérieux. C'est-à-dire que, y compris par exemple quand un médecin, avec la loi Kouchner par exemple, rencontre un refus de traitement. Quelqu'un qui refuse d'être un traitement qui pourrait lui sauver la vie, c'est déjà pour un médecin une contradiction terrible. C'est une contradiction qui est au cœur de la démocratie, puisqu'on fait face à deux principes premiers que toute la bioéthique reconnaît, quel que soit le bord où on se place, qui est de lutter contre, aider autrui contre la souffrance et respecter aussi en tout cas ne pas lui faire violence d'une façon ou d'une autre. Je le formulerai toujours de manière plutôt négative que positive. Donc, c'est la seule chose que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a besoin de tenir ensemble des choses, mais sans oublier que la contradiction est une épreuve et qu'elle doit être circonscrite. C'est exactement comme dans l'exemple de la légitime défense. Donc, je ne dis pas qu'on peut magiquement concilier tout le temps, mais qu'il faut, dans certains cas extrêmes, et peut-être d'ailleurs, il faut éviter le plus possible la contradiction et donner le plus possible d'espace à la lutte contre la mort dans nos sociétés, à ces inégalités, à ces accès, etc. Mais voilà, donc oui, en effet, il faut tenir ensemble. Malgré tout, j'assume totalement cette référence. Puis très rapidement, je glisse un mot sur la rupture anthropologique. Je pense qu'en effet, c'est une expression que j'éviterai. Même si c'était pour Philippe Bataille, mais je pique un peu cette question en 2 secondes. Moi, j'éviterai de parler de rupture anthropologique parce que j'ai en tête les cas des personnes, hommes ou femmes, qui demandent l'aide à mourir en ayant lutté contre la mort. Et il faut les respecter et leur dire qu'ils sont en train de promouvoir des valeurs de mort me semble toujours très grave. Les gens qui promeuvent des valeurs de mort, je suis contre. Les pulsions de mort, il faut s'y opposer. Mais les personnes qui, en fin de vie, ayant lutté contre la mort, demandent de l'aide à mourir en sachant qu'ils contredisent, y compris la personne à qui ils lui demandent, ils font une forme de violence à leurs proches. Parce que c'est vrai. Ils peuvent faire une forme de souffrance à leurs soignants, parce que c'est vrai. Et même à eux-mêmes. Mais ils le font quand même parce qu'ils sont poussés à bout. Ils ne sont pas en train de faire une révolution anthropologique, de changer de civilisation. Je ne crois pas. Ils sont en train juste d'assumer justement cette pointe extrême de nos civilisations. Donc, et du coup, une conquête contre qui? Alors, ça dépend des cas. Je pense qu'il y a des droits qui sont conquis, c'était la question de M. Falorni, il y a des droits qui sont conquis contre des tyrans, il y a des droits qui sont conquis contre des injustices. Ici, je ne sais même pas s'il faut parler de droit, je pense qu'il est plutôt... C'est quelque chose comme une possibilité qui est circonscrite dans une contradiction. C'est-à-dire personne ne conquiert quoi que ce soit contre les médecins. Bien sûr qu'il y a toujours des risques d'abus de pouvoir médical. Hein. C'est même pas de ça qu'il s'agit. Là, je pense pas que. Alors évidemment, certains ont des souvenirs, des expériences d'abus de pouvoir médical. C'est toujours possible. Et il y a déjà des lois sur le droit des patients. Ici, on est sur quelque chose qui est, je pense, conquis contre le tragique, contre des situations que même avec la meilleure volonté du monde, même avec les médecins les plus bienveillants, même avec un système de santé juste, et le nôtre ne l'est pas entièrement et a besoin de beaucoup plus de moyens et de principes de justice, même ça se produirait parce qu'on n'élimine pas le tragique. Donc dans ce cas précis, ce serait conquis, en un certain sens, comme un moindre mal contre le tragique, respectant l'ensemble des principes, parce qu'on tient à soutenir le soin et l'exception de l'aide à mourir. Sur les verrous, moi j'avais déjà assumé, oui, il faut des conditions d'accès, elles sont éthiques, et elles sont assez présentes dans l'avis du comité d'éthique, dont je ne faisais plus partie quand il a été élaboré, et dans les propositions. Donc, conditions éthiques et verrous juridiques sont pour moi inséparables. Si c'est des verrous juridiques sans être éthiques, mais si c'est des conditions éthiques qui ne sont pas des verrous dans la loi... Pardon, j'étais un peu long. Monsieur Bataille. Oui, merci. Sur les 3 questions de M. Falorni et celle de M. Martin qui m'était adressée directement, sur le premier point, c'est est-ce que vous partagez avec le CCNE l'avis 139, l'implication d'une loi pour faire évoluer la situation? La réponse est oui. Et j'insiste pour ma part sur l'implication de la médecine dans cette loi et de ne pas exaucer la médecine plus ou moins totalement de son engagement auprès d'un patient lorsqu'il le sollicite. La procédure, tout ce qui a été dit sur les limites, pour prendre cet autre terme, tout ce qui a été dit sur les limites, c'est précisément le départ du droit des malades. C'est l'expression de Georges Canguilhem dans sa thèse reprise en 1966, le normal pathologique, mais qui précède quasiment la Seconde Guerre mondiale, de dire, puisque la médecine est sans limite, il faut mettre entre les mains des patients
la limite qu'ils donnent à leur propre existence. C'est le point de départ de toute cette évocation et la notion même de droit des malades, c'est le passage dans les mains du patient en termes de droit, effectivement, pour une situation où on demande à la médecine l'inverse, ce que disait mon collègue, à savoir de repousser les limites de la mort, et nous sommes tous d'accord avec ça. Mais alors il faut s'ajuster par moment. Voilà, c'est comme ça. Le deuxième point, ce sont les conditions d'accès, je viens de le dire. C'est, de mon point de vue, c'est ce qu'il faut parvenir à énoncer en sachant que ce ne sera pas totalement stabilisé et que ces débats ressurgiront et que nous aurons des moments d'évolution possible et législative ou de retrait ou quoi. Tout ça n'est pas un artifice, ça renvoie à une réalité. Et peut-être plus encore, puisqu'on sent bien la pique que vous avez subie, sur le geste de fraternité et sur l'ouverture des droits au détriment d'autres. À dire vrai, non. Les luttes d'émancipation, les manières générales, qui se traduisent par des droits, signifient le progrès d'une société. C'est une activité qui marque le progrès d'une société. Il y a des droits tout à fait nouveaux qui sont ouverts, les droits de l'enfant, les droits du consommateur. Voilà, la plus grande lutte des droits nouveaux qui s'est faite, c'est le droit des consommateurs, et c'est là-dessus, et c'est ça qui avait inspiré à l'époque le droit des malades. C'était cette notion d'usager, disait-on, du système de soins. Et les droits étaient ouverts à tous les usagers du système de soins pour sortir de la thématique du marché et des consommateurs. Mais c'est ça qui a servi de pilote avec le rapport Étienne Cagnard qui a précédé la loi de 2002. Mais je vais un peu plus loin en disant que ce sont des luttes d'émancipation et que donc la diversité n'est pas un acteur précis contre quelqu'un, mais qui peuvent mettre en cause l'ordre et même ce qu'on a pu appeler des discriminations systémiques, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans le système tel qu'il fonctionne, et en particulier de décision, sans tenir compte des singularités ou des particularités au moment où s'exerce cette décision. Donc c'est du maillage, effectivement. Et c'est pour ça que l'appareil de formation est aussitôt sollicité. Je faisais la remarque que sur une loi de 2002, l'appareil de formation, en l'occurrence des soignants sur l'arrêt des traitements, est en difficulté. On doit pouvoir avancer, c'est pas normal. On doit pouvoir travailler à partir de techniques qui sont celles, évidemment, de la formation. Sur la question déjà reprise de M. Martin, sur la rupture anthropologique, et je pense que vous le dites dans la question, nous sommes vraiment dans ce qu'on peut appeler l'excès, c'est-à-dire que ça n'existe pas formellement. Dites-moi quel est le grand auteur de la rupture anthropologique, tapez sur Google comme je viens de le faire et vous sortez les articles de la Croix qui aussi sur cette notion de rupture anthropologique qui n'existe pas dans la littérature. C'est même le contraire. La plus grande critique aujourd'hui faite à l'anthropologie, c'est son anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'il n'évolue même pas de manière suffisamment comparative par rapport à ce qu'on appelle dans mon école des aires culturelles. Donc voilà. Et s'il y avait une rupture anthropologique, éventuellement ce serait plus proche de mon collègue Damien Leguet, c'est la crémation, par exemple. La crémation peut avoir été évoquée comme une rupture anthropologique. Mais par rapport à nos questions, je peux dire ici qu'il y a plus de contrats d'essai signés que de directives anticipées. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui se met en place, qui fait que la mort, elle est évoquée. Vous savez que les plus grands spécialistes de la mort, ce sont les notaires et les démographes. On en parle très librement et elle est anticipée, mais c'est plus souvent un contrat d'essai. Donc voilà, il y a quand même des améliorations possibles. Monsieur Leguet, pour les questions qui étaient les vôtres. Voilà, merci. Alors, je vais répondre aux différentes questions. Madame Maillard, sur la question de l'euphémisme. Alors, est-ce que c'est une... Je pense que la question de l'euphémisme est une vraie question politique, si vous voulez. Il se trouve que le président de la République, il est à la fois celui qui préside à la République et celui qui a des idées particulières pour tel ou tel élément. Et donc, la clarté du débat, qui suppose de dire... il vous est proposé, à vous, représentation nationale, à vous, volonté générale, à vous, peuple français, d'accéder au suicide assisté en tant que tel et à l'euthanasie en tant que tel, ce que tout le monde appelle comme cela, que partout dans le monde on appelle comme cela, suppose effectivement une clarté du débat et donc un refus de l'euphémisme. Il me semble que cette question-là est une question politique avant que d'être une question strictement rhétorique. Donc je pense que vraiment dire les choses comme elles sont
Et pour une autre raison, qui est plus importante, qui est qu'effectivement, cette idée de l'aide active à mourir ou de l'aide à mourir, je l'ai dit, je le redis, c'est le travail des soins palliatifs. Donc, introduire une confusion entre l'aide active à mourir qui va du côté de la mort et l'aide active à mourir qui va du côté du palliatif, c'est introduire quelque chose qui, dans des situations de faiblesse, dans des situations de malades qui sont en fin de vie, en situation de faiblesse, pour proposer une solution qui n'est pas clairement définie, me semble être effectivement une forme de tromperie. Ah, je vous en prie. Ah pardon, excusez-moi. Je pense que c'est vous qui introduisez un débat politique qui n'a pas lieu ici, puisque la loi est très claire, elle ne fémise pas. Donc c'est la raison pour laquelle je vous posais la question. Est-ce que c'est une position de principe ou un jugement de valeur, si je puis dire, ou politique, que vous amenez dans un débat philosophique sur ce texte, ou autre chose? Voilà, je voudrais simplement que vous ayez peut-être l'honnêteté de le dire. Mais moi, je ne parle pas d'Emmanuel Macron en parlant de la loi. Je parle de la loi et de ce que contient la loi. Merci. Je reprends, si vous voulez, toujours pour faire de la politique, mais c'est pas pour rien que j'ai fait de la philosophie politique non plus. Si vous voulez, quand effectivement Madame Vautrin explique, qu'effectivement, ça c'est une question politique, qu'il ne s'agit pas de suicide assisté et qu'il ne s'agit pas de suicide assisté et qu'il ne s'agit pas d'euthanasie, je me dis, mais là il y a tromperie sur la marchandise. On parle de ça, mais on ne veut pas dire qu'on parle de ça. Je trouve que là il y a un problème politique. Voilà. Et donc c'est pas dans la loi, c'est ça. Le discours qui accompagne cette loi, il est là. Premier point. Deuxième point, Monsieur Martin. Non, je me permets de répondre à votre question. Voilà. Quand vous dites effectivement, et j'entends tout à fait ce que vous dites. Vous dites que derrière les lois, il y a du progressisme. Il y a la marche en avant de l'égalité. Et qu'il importe, et ça, Alain Renaud, beaucoup ont travaillé sur ce sujet-là, et que donc, tous les verrous vont sauter. Vous allez dans mon sens. C'est-à-dire que vous dites effectivement que cette marche effrénée vers l'égalité suppose que toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, doivent d'une façon ou d'une autre sauter. Et que donc, tous les verrous que vous pourriez inscrire dans la loi actuelle devraient soit sauter préalablement, soit, à terme, vont sauter. Au Canada, c'était comme ça. Au Canada, ils ont proposé une loi avec des verrous. C'est le juge qui a fait sauter les verrous. Donc, on voit bien que notre démocratie aujourd'hui, elle est pour l'égalité. Elle est pour qu'il n'y ait pas de discrimination et que ce qui est proposé aux uns ne soit pas opposé aux autres. Donc, c'est irréversible. Donc, je dis simplement, et vous avez absolument raison, je dis simplement que si tous les verrous sautent, tous ceux qui diront oui aujourd'hui diront oui à tous les verrous qui vont sauter. Troisième point, sur ce qui était dit, Monsieur Falorni, 2-3 points. Alors, si, pour l'avis 139, je m'inscris délibérément, vous l'imaginez, j'imagine, du côté de la réserve, de ceux qui ont mis effectivement une réserve et qui insistaient bien sur tous les prérequis indispensables, qui supposent que une aide active à mourir ne relève ni d'un défaut de soins, ni d'un déficit de connaissances et préserve ainsi l'intégrité du principe éthique fondamental du consentement libre et éclairé. Et qu'il importe de mettre à niveau pour les soins palliatifs, de mettre à niveau pour l'aide, de mettre à niveau tout cela, que ces prérequis-là sont indispensables et sont préalables à. Voilà. C'était ça, la réserve. Sur la fraternité... sur la fraternité, je me suis permis d'opposer, parce que vous me posiez la question, je me suis permis d'opposer effectivement la fraternité large du cadre général, voilà, qui concerne 650 000 personnes par an en France qui meurent, qui concerne tous ceux qui sont en situation de fragilité, et ils sont encore plus nombreux, tous ceux qui sont laissés dans des situations inhumaines de souffrance, et qu'on aurait pu déjà, et qu'on pourrait aujourd'hui soulager d'une façon ou d'une autre, prendre en charge si les moyens avaient été là. Sur la psychiatrie, sur tenter des suicides, sur l'hôpital, sur les soins palliatifs. C'est ça, cette fraternité large dont je parle. Et par opposition à quoi? Par une fraternité restreinte dont vous parlez,
qui est l'objet de votre propos, et avec effectivement cette fraternité étroite et restreinte, avec cette coquille éthique qui était le secourisme inversé, qui me semble-t-il, effectivement, rentre dans cette fraternité courte. Sur la question de la conquête toujours contre quelqu'un, historiquement, si vous voulez, il est vrai, et il faut le penser comme ça. Il faut le penser comme ça. Les soins palliatifs en France se sont développés contre. Contre quoi? Contre ce paternalisme, pour reprendre ce que dit M. Martin, ce paternalisme médical qui supposait que par le cocktail lithique, les médecins décidaient sans concertation, sans avis, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, de qui devait mourir et qui devait vivre. Ça, c'est opposé à cela. Le principe d'humanité des soins palliatifs, c'est une conquête. C'est quelque chose qui est absolument fondamental il y a 30 ans et qui pourrait être remis en cause, je le pense, par le projet de loi dont nous parlons, a été contre cela. Et deuxième chose, vous dites, pour reprendre ce que quelqu'un vous disait, conquête toujours contre quelqu'un. Moi, je vois bien dans les débats actuels que le projet de loi que vous portez, l'euthanasie, suicide assisté, il y a des ennemis imaginaires ou réels qui sont mis en avant dans le débat actuel. Il y a cette toute-puissance de la médecine, mais il se trouve que là, vous allez redonner du pouvoir à la médecine, d'une part, et que deuxièmement, il y a cette idée de la désacralisation. De la désacralisation. Raphaël Enthoven, qui n'est pas là, parce qu'on parle toujours de ceux qui sont absents, mais Raphaël Enthoven, qui n'est pas là, dit mais il faut considérer l'être humain comme absolument désacralisé, non sacré. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une sacralité de la personne, une dignité inaltérable de la personne. Donc, si on sort de cela, il y a quand même des ennemis imaginaires ou réels. Et deuxième point, ben non, c'est tout. Voilà, merci. On va passer aux questions des députés. Alors, je vous rappelle le principe, 1 minute, et vous dites à qui la question... Non, mais je vais finir par y arriver, monsieur Pont. Ne rigolez pas. Monsieur Legendre, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Une question très générale, mais en même temps assez vertigineuse à l'ensemble des participants. Merci, Brigitte Liso. Que dit ce texte de notre société? Et au-delà de ce texte, la pression évidente de la société pour une évolution de ce texte. Nous avons les sondages, mais nous avons mieux que les sondages, nous les représentants de la nation. Nous sommes en contact avec nos concitoyens et probablement peu de causes produisent cette attente, l'intensité de cette attente. On sait, grâce au grand génie viennois, que quand la manière dont l'individu se joue de l'angoisse de mort en dit assez long sur l'état de ses névroses. Est-ce que l'état et la puissance d'attente de sa société vers l'évolution de ce texte est une marche vers le progrès, comme on peut très bien le soutenir, ou est-ce que c'est plus ambigu? Deuxième chose très précise et très brève, pour reprendre la question de notre collègue Christol, mais de façon peut-être plus directe, à partir du moment, Monsieur Worms, où vous considérez que les soignants, quoi qu'il leur en coûte, sont les partenaires essentiels de la mise en œuvre de cette loi, considérez-vous qu'il doit rester dans ce texte de loi la possibilité pour des proches non soignants d'administrer la substance létale lorsque le patient n'est pas capable de se l'administrer lui-même? Merci beaucoup. Madame Pouzireff. Merci Madame la Présidente. Messieurs Worms et Leguet, vous avez questionné les verrous de ce texte, des verrous dont la validité n'est peut-être pas éternelle, mais nous pouvons en convenir. Mais je voulais revenir sur 2 points. La pertinence de comparer différents modèles, notamment le Canada, qui ne bénéficie peut-être pas du système de sécurité sociale, de soins gratuits et de prise en charge des personnes âgées, du même modèle qu'en France. Donc ne pensez-vous pas que notre système social de santé est de nature à nous prémunir d'une généralisation hâtive, mais que plutôt ce projet de loi pourra restreindre son application à quelques cas exceptionnels, comme il me semble ce texte le souhaite. Et deuxième point, ce projet de loi aussi vise à traiter de façon spécifique l'ambivalence en restreignant les possibilités à des demandes, l'ambivalence des patients, à des demandes réitérées jusqu'au dernier moment où cette aide est appelée. N'est-ce pas un verrou suffisant? Madame de Gorsuch. Merci Madame la Présidente. J'ai une question à Monsieur Bataille.
dans tous les pays qui autorisent la mort programmée, quel que soit l'encadrement des critères posés au départ par le législateur, la loi évolue d'elle-même dans une spirale inflationniste et l'accessibilité à la mort provoquée s'étend continuellement. Avec deux impacts qui questionnent la sociologie. D'une part, des personnes isolées et plus particulièrement des personnes âgées demandent l'euthanasie par crainte de devenir un fardeau. Et d'autre part, la société tout entière banalise bien vite la pratique euthanasique. Un sondage de Recherche Co réalisé en 2023 révèle que 28% des Canadiens ne voient aucun mal à ce qu'un sans-abri demande à bénéficier d'une aide à mourir, même s'il ne souffre d'aucun problème de santé. Et 27% l'admettraient pour les situations de pauvreté. Donc ma question en tant que sociologue, comment réagissez-vous à ces chiffres inquiétants? Après, pour M. Worm, excusez-moi, j'ai pas bien dit peut-être. Notre système de santé vit une crise profonde dont les pouvoirs publics n'ont manifestement pas pris la mesure. Est-ce que la législation du suicide assisté et de l'euthanasie, ouverte à tout, un chacun est pour vous la priorité du moment? Et est-ce qu'elle ne risque pas de favoriser une profonde dichotomie dans la vision de la société sur la finitude et sur la nature profonde du souhait? Merci. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente, merci pour vos interventions. Deux questions. Monsieur Bataille, dans vos travaux, vous pointez un point que je trouve vraiment assez crucial dans nos discussions, à savoir comment une partie de l'éthique palliative a été construite en opposition à la mort et comment elle a été fondée plutôt sur l'organisation du rapport le moins inconfortable à la fin de vie. Et pour vous, quels sont les concepts qui permettraient de lever cette opposition entre l'éthique palliative séminale, la première, initiale, et l'exigence qu'on peut porter aujourd'hui d'aide à mourir dans la dignité? Est-ce que ça passe par raisonner en matière de souffrance, par exemple, plutôt que de mort? Est-ce que ça passe par le fait de qualifier le droit à mourir d'une forme comme une forme de soin? Comment est-ce que vous voyez les concepts opérationnels là-dessus? Et deuxièmement et dernièrement, il me semble qu'il y a une discussion un peu sous-jacente sur ce qui donne son sens à l'existence. On peut, je le caricature un petit peu, évidemment, faute de temps, mais il me semble qu'on peut se dire que le sens positif de l'existence est lié au refus de la mort, auquel cas l'aide à mourir s'inscrit en faux par rapport à l'exigence de vie. Et on peut aussi se dire, me semble-t-il, que le sens positif de la vie, c'est la possibilité d'un bien-être futur. Et si on adopte ce type de définition, alors l'aide à mourir dans la dignité s'inscrit tout à fait dans les revendications de vie et d'accompagnement de dignité de l'individu. Qu'en pensez-vous? Madame Simonet. Déjà. J'avais d'abord une première question à Monsieur Frédéric Worms. Vous liez la question de l'aide à mourir, vous l'estimez, légitime qu'en fin de vie. Or, il peut y avoir des situations de maladies incurables pour lesquelles le pronostic vital n'est pas immédiatement ou à moyen terme engagé. Je pense que ça doit être peu de cas, mais néanmoins, je souhaite qu'on l'envisage. Et donc, est-ce que pour vous, vous le concevez en du coup acceptant de ne pas conditionner les deux aspects, c'est-à-dire maladie incurable et pronostic vital engagé? Vous liez par ailleurs cette question du droit de mourir dans la dignité au fait d'avoir lutté contre la mort. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir un peu les réflexions du philosophe sur le sens de la vie, parce que j'estime que se penser vivant, ça n'est pas que penser son corps vivant. Se penser vivant, c'est... Moi, je m'imagine, je souhaite pouvoir rester vivante et je souhaite ne pas avoir besoin d'utiliser de cette ultime liberté de mourir dans la dignité, d'éteindre la lumière, mais... si tant est que vivante, je puisse encore avoir des interactions sociales, pouvoir aimer, être aimée, pouvoir ressentir. Et donc, je souhaite pouvoir exercer mon ultime liberté si toutes ces facultés me sont arrachées, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de sens à ma vie. Oui, votre question, cher collègue. Et donc, je pense que notre société doit permettre de garantir cette ultime liberté. Le débat est bien celui-là. Il n'y a toujours pas de question. Si, la question, j'ai dit dès le début. Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente, je vais essayer de ne pas trop déborder. Pour Monsieur Worms, l'aide, vous dites que c'est une demande, ça peut être une proposition, pas dans le cas d'aide à mourir, on est bien d'accord. J'aimerais vous questionner sur les soins d'accompagnement et pourquoi pas l'accompagnement à mourir. On parle d'aide, on pourrait parler d'accompagnement. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, que les aînés vont s'éteindre,
On peut passer par « je te tiens la main et je t'accompagne ». Ensuite, on peut demander effectivement à être endormi. Donc, je te mets sous sédation et tu t'éteins. Et ensuite, on peut dire je veux un produit létal, je te donne un produit létal et tu t'éteins. Bref, est-ce que l'aide à mourir n'est pas l'ultime liberté de disposer de son corps jusqu'à la dernière seconde? Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste revenir sur un point sur la question des verrous, parce que vous avez été plusieurs à le citer, Monsieur le rapporteur général et vous, Monsieur Leguet, mais je crois ne pas être d'accord avec vous sur la question des verrous. Regardez par exemple sur l'avortement, le délai d'avortement est un verrou qui reste et qui n'est pas menacé aujourd'hui ni par les députés que nous sommes, ni par la société. Et en fait, ces verrous sont aussi des bornes à l'intérieur desquelles nos droits s'exercent. Et là, en l'occurrence, les verrous qui sont dans la loi sont des verrous qui... Non, mais je sais, Monsieur Falorni, que vous n'aviez pas le même avis là-dessus. J'ai bien compris la subtilité, mais je voulais du coup appuyer votre point de vue pour dire qu'en effet, les verrous sont des garde-fous et que ce sont des bornes à l'intérieur desquelles nous reconnaissons qu'un droit peut s'exercer et nous reconnaissons aussi qu'ils ne doivent pas être questionnés en permanence, de manière continue, etc. Et en cela, ils encadrent l'exercice d'une loi. Là, en l'occurrence, ils sont clairs et déterminés. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous les soupçonnez d'être fragiles en regard de l'opinion publique aujourd'hui. Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Est-ce que vous ne voyez pas un paradoxe entre, dans nos sociétés modernes, en fait, la mort est à la fois omniprésente, nous en parlons tous, la preuve ici, mais les débats, la télévision, dans les réseaux sociaux, et elle a disparu. En fait, qui voit des morts en fait en pratique? Alors on voit 1 ou 2 ou 3 morts dans sa famille, et encore parfois, pas toujours. Et à part les croque-morts et les soignants, on ne voit pas de mort. La mort, tout le monde en parle et on en voit peu. Comment vous expliquez cette fascination pour ce débat, enfin cette fascination, cette passion? Il y a une passion pour ce débat et chacun a des convictions parfois différentes sur le sujet. Mais au fond, c'est un objet qu'on ne voit pas. Et je suis surpris de cette dissociation. Alors, Monsieur Gage. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Philippe Bataille. Dans vos 20 dernières années, vous avez travaillé sur plusieurs sujets qui peuvent se recouper là. Historiquement, la question des discriminations, beaucoup. La question du vieillissement et du grand âge. Et la question de la fin de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expriment des inquiétudes, que je ne qualifie pas, mais qui s'expriment dans ce débat-là, qui indique que la reconnaissance d'une aide active peut être génératrice de discrimination systémique à l'intérieur du système de santé ou du système médico-social en participant d'une opportunité agiste, en disant cette faculté existant, alors elle s'inscrit dans le champ des possibles, y compris par contagion pour ceux des âgés qui ne sont pas concernés par des enjeux de fin de vie, c'est-à-dire de pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Madame Gatel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Leguet, vous avez évoqué la possibilité de remettre en cause un certain nombre de critères et le fait que les verrous puissent sauter au fur et à mesure et que finalement, celles et ceux qui seraient amenés à voter ce texte prendraient une responsabilité, y compris dans une perspective inconnue à ce jour. Pour autant, d'ores et déjà, des voix importantes se font entendre pour que le critère relatif au pronostic vital engagé soit d'ores et déjà levé, pour qu'il y ait cette non-discrimination dans l'accès à l'aide active à mourir et pour remplir cette promesse d'égalité républicaine, je cite les propos. Donc, cette opportunité sur un plan juridique a également été évoquée avec l'exemple du Canada, donc sur un plan sociologique, mais aussi sur un plan juridique. Est-ce que cette possibilité est à votre sens, et donc j'interroge davantage vos collègues, est effectivement une possibilité à court ou moyen terme?
Madame Genevard. Merci Madame la Présidente. Monsieur Worms, vous avez affirmé que l'aide à mourir était légitime qu'en fin de vie. Donc je reprends la question de ma collègue Simonet. Quid de la souffrance insupportable de certaines pathologies dont le pronostic vital n'est pas engagé? Je serai peut-être plus exhaustive en parlant des maladies de neurodégénératives, en parlant de certaines neuroatypies, certains troubles psychiatriques, ou les conséquences d'accidents qui entraînent la perte des fonctions principales comme la respiration ou la déglutition. Donc comme nous sommes dans un débat philosophique, plutôt, je me serais peut-être provocatrice en disant que, et en vous posant la question, la mort ne peut-elle pas être un remède à la souffrance, quelle qu'en soit la temporalité? Peut-être à Monsieur Leguet, pourquoi ne pas entendre et comprendre que lorsque la vie est invivable et que l'aide active à mourir, que ce soit sous la forme de l'euthanasie ou du suicide assisté, eh bien, ce ne puisse pas être un acte d'amour, un acte fraternel, voire et même un acte solidaire. Je vous remercie. Alors, cette fois, c'est bien la question de Madame Genevard, puisque Madame Rilhac Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier Monsieur Bataille d'avoir évoqué la mémoire de Madame Guinchard-Kunstler, qui était une députée du Doubs, comme je le suis aujourd'hui, et qui a eu en effet la très grande dignité d'évoquer le choix du suicide assisté qu'elle a réalisé en Suisse, puisque ça n'était pas possible en France, et dont son mari a révélé l'existence après sa mort. Elle ne voulait pas d'une instrumentalisation médiatique ni politique de son geste, qu'évidemment je respecte. Et je voudrais saluer sa mémoire parce que ça a été quelqu'un de très important pour les personnes âgées. Mais ça me permet d'évoquer la question de la maladie de Charcot. Elle a été plusieurs fois évoquée dans nos débats, la maladie de Charcot, pour dire on peut être dans le cas d'une maladie mortelle, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé à court ou moyen terme. Quelle réponse, puisque la loi aujourd'hui ne permettrait pas d'apporter une aide active à mourir, les conditions n'étant pas remplies. Donc, je voudrais partager l'optimisme de ma collègue Madame Rousseau, qui dit que les verrous sont là pour fixer un cadre, mais depuis le début de nos travaux, il n'est question que de faire sauter ces verrous dans des situations singulières. Non, pas vous, Madame Rousseau, mais plusieurs personnes ont évoqué, et singulièrement sur la maladie de Charcot. Alors, évidemment, la loi, si elle était votée, ne répondrait pas à la question d'une maladie incurable, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé à court ou moyen terme. Et moi, quand on a évoqué la maladie de Charcot, j'ai pensé à Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est un physicien parmi les esprits les plus brillants du XXe siècle. Il a survécu 55 ans au diagnostic de la maladie de Charcot. Il s'est marié 2 fois. Il a eu 2 enfants. Non. Pardon ? C'est pas la maladie de Charcot. Non. Mais enfin, c'est donné, en tout cas, dans les articles que j'ai pu lire, comme étant la maladie de Charcot ou une maladie, en tout cas, apparentée à la maladie de Charcot. Donc, la question que je pose, Monsieur Bataille, est-ce que vous êtes favorable à faire sauter ces verrous? On en a beaucoup parlé. Moi, je suis, comme vous, Monsieur Leguet, très inquiète sur les verrous dont on ne va pas tarder à voir la revendication de les faire sauter. Merci. Allez-y, chers collègues, pour la dernière question. Merci, ça va vraiment être très court parce que c'est en lien du coup avec plusieurs questions sur justement la crainte de ces verrous qui sautent. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que par crainte de ces verrous qui pourraient sauter, du coup, on légifère plus sur presque rien en fait, sur toutes ces avancées sociales. Donc, jusqu'où on va du coup par crainte de ces verrous? Merci. Alors, messieurs, vous avez chacun 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Allez. De chacun, ça fait 15. Mais 5 minutes chacun, hein, Monsieur Worms. Je veux bien me lancer en vous remerciant. Hein. Je suis impressionné par quand même la richesse et la force des questions et leur l'importance qu'elles soient toutes entendues. Je pense que c'est vraiment quand même très important.
Moi, je vais d'abord reprendre un principe simple. Il me semble que, en éthique médicale en particulier, je pense qu'il faut toujours en fait partir du négatif. Je ne sais pas si on peut véritablement défendre un bien. Il y a plusieurs conceptions du bien dans des sociétés démocratiques en plus, mais par contre, on doit pouvoir s'opposer sur la lutte contre des mots, des mots avérés, reconnus comme communs, et donc se mettre d'accord sur des minima qui sont quand même, on le voit bien, parfois difficiles à déterminer, effectivement, et en même temps, si on se dit au moins qu'on va lutter contre ce négatif reconnu comme tel et pas imposer une version du bien, mais se mettre d'accord sur cette lutte-là, c'est le critère qui peut être une boussole. De ce point de vue, je pense que, pour répondre à la toute première question de M. Legendre sur la place de ce texte dans notre société, je pense qu'il accompagne au fond la volonté de lutter contre le négatif et de le circonscrire les sphères où il est inévitable, y compris, voilà, parfois il faut malheureusement relancer une économie de guerre. On suppose que c'est que pour des guerres légitimes, de légitime défense contre des agressions, ce qui est le seul critère du légitime. Mais malgré tout, voilà, il faut en effet défendre le système de santé et d'une manière générale, tout ce qui prévient les fragilités de notre société. C'est l'ensemble de la santé publique qui est un facteur défensif en apparence, et notre société a du mal à le penser comme positif, et je comprends très bien, mais ça suppose des tas de progrès déjà, d'éducation sanitaire, de maîtrise de nos risques et de responsabilité. On l'a bien vu pendant la pandémie, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui suppose la participation de chacun. Après, circonscrire le négatif, moi, ça m'amène effectivement je vais prendre juste 2 exemples parmi la richesse des questions. Je pense que ça n'empêche pas de définir une positivité de la vie. Elle ne se réduit pas à lutter contre la mort. Au contraire, si on circonscrit le négatif, et c'est pour ça que la médecine n'a pas du tout enlevé la mort de nos sociétés, elle l'a en effet circonscrite, mais heureusement. Et un des derniers critères d'ailleurs de progrès dans nos sociétés, c'est le vieillissement, disons l'espérance de vie. Et évidemment que une fois qu'on s'est mis d'accord sur le négatif, il faut donner les conditions à chacun de construire son projet de vie, sa vie heureuse dans toutes les dimensions humaines, dimensions qui ne se limitent pas à la survie, puisque justement on prend en compte ici la parole des patients, en effet, la demande des patients, peut-être en effet le droit, et le droit des patients est pris en compte depuis la loi Kouchner. Donc il y a une diversité de la vie humaine qui est aux 2 extrêmes, je dirais, lutter contre la mort, reconnaître une liberté, et entre les deux, toutes les relations d'amour, de culture, de création, d'expériences émancipatrices et tout le reste. Mais celle-ci se développe d'abord dans une lutte commune contre ce qui les menace et qui, dans nos sociétés, reviennent. Et je pense qu'il y a dans nos sociétés une sorte d'abord de volonté, je pense, de se remettre d'accord sur ce contre quoi on doit lutter absolument tous ensemble. Et il y a beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui. Il y a pas mal de risques qui sont aussi climatiques. La mort est aussi présente dans toutes... Voilà, on parle de la présence de la mort aujourd'hui, mais dans les jeunes générations, on le sait bien, il y a le risque climatique, il y a la pandémie, il y a le retour de la guerre, et il y a plus... Donc je pense en fait que dire qu'on lutte contre le négatif est la condition pour redonner aussi des conditions de progrès. Mais quand je disais, moi, c'était pas rhétorique, il faut tous les soins de prendre soin de quelqu'un depuis sa naissance, et dans toutes les dimensions de sa vie, pour que cette exception tragique soit aussi accompagnée par un mouvement positif, je pense que c'est extrêmement important. Après, et c'est vraiment, je m'arrêterai après parce qu'on partage les questions, je pense, il y a beaucoup de questions très importantes. Pour moi, le principal endroit où, en effet, les verrous vont devoir être déterminés, sinon par vous, du moins dans des textes d'application et avec l'aide des médecins, c'est le verrou, c'est la dimension temporelle. C'est même cette phrase engagée, pronostic vital engagé, à mon avis, je pense que oui, mais à court ou moyen terme, là, la question du moyen terme et de son extension, d'ailleurs, sans avoir été dans ces débats, ça apparaît aussi comme la question ultime dans l'avis du comité d'éthique. Je crois que c'est très, très, très important, c'est très difficile de définir ce terme. Vous avez cité d'ailleurs les verrous sur l'avortement, c'est effectivement une distinction temporelle. Et c'est toujours, d'ailleurs, le critère, au fond, qu'on n'est pas dans le tout ou rien. Et qu'entre le tout ou rien, il y a encore des principes et des limites et qui tiennent.
parce elles doivent faire l'objet d'une expertise médicale. À partir de combien de semaines une personne potentielle doit-elle être considérée comme réelle, finalement? C'est ça le sujet dans ce cas-là, qui est aussi un cas tendu, effectivement. Dans le cas du moyen terme, dans les pronostics tragiques, inéluctables, mais qui préservent une présence de la personne et qui n'est pas encore une expérience de la souffrance insupportable, mais un pronostic de cette souffrance insupportable, je crois que la définition du moyen terme va être le point le plus difficile, sinon de la loi, du moins de son application. Et peut-être quand même, parce que c'était une question qui m'a été adressée et que je trouve tragique et difficile, mais je n'avais pas de réponse a priori, il y en a une qui m'est venue, c'est, je pense malgré tout, même si c'est en effet pas du soin, que c'est plus, dans les cas où la personne ne peut pas administrer le geste létal, c'est plus à une personne soignante de le faire qu'aux proches. Je pense dans ce cas que ce qui reste de l'aide, c'est malgré tout d'assumer ce rôle, en effet, d'un tiers, qui est un rôle difficile, je l'ai bien dit, c'est pas un soin, mais pour moi, mais c'est quand même un tiers. Merci. Monsieur Leguet, pour 5 minutes. Pardon. Allô? Oui. Alors, 5 minutes, oui. Alors, donc, on va faire vite. Monsieur Legendre, donc, pourquoi? C'est ça ma question. Moi, j'ai 4-5 réponses. Pourquoi est-ce que ce débat-là mobilise? Pourquoi est-ce qu'on s'agite sur ces questions-là? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important, si j'ai bien compris votre question? Il me semble qu'il y a plusieurs réponses. La première, c'est effectivement la peur de la mort. Deuxièmement, la question de la maîtrise. Nous sommes dans des sociétés de maîtrise. Maîtrise de plus en plus de la vie, de la mort, de ce que l'on est, etc. Et donc la peur de l'abandon, la peur de s'abandonner, la peur de ce qui est plus puissant que soi. Le refus du tragique. Je pense que la question du tragique et donc du refus du tragique est elle aussi sous-jacente à cette question-là. La banalisation de la mort, ça c'est sûr aussi. Donc considérer que effectivement on quitte la chanson de Roland pour le faire vite, hein, sur cette mise en scène, cette narration, cette préparation, etc. Tout cela disparaît au profit de quelque chose qui est comme un accident. Sartre disait la mort c'est comme un accident de vélo. On percute un mort et c'est fini. Voilà. On percute un mur et c'est fini. Donc il y a quelque chose de semble-t-il cet ordre-là. Et puis derrière tout cela, il y a quelque chose qui suppose que la mort est médicale. Elle est avant tout devenue une question médicale et non plus une question familiale, spirituelle, de transmission, etc. Elle est avant tout une question médicale. Ça, c'est le sous-jacent, toutes les questions qui sont derrière, mais on n'a pas le temps de développer. Madame Christol, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, vous disiez effectivement, est-ce que face aux dérives possibles, aux cas exceptionnels, est-ce qu'on ne peut pas fixer quelque chose? Alors, moi, je voudrais rebondir sur un point qui est vertigineux, mais je n'ai pas le temps de développer, mais sur ce qui est inscrit dans votre projet de loi, à savoir donner la mort à une personne qui a une volonté libre et éclairée. C'est magnifique. Volonté libre et éclairée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans des situations d'abandon, de fragilité, où effectivement la personne existe en fonction aussi du regard des uns des autres? Il est des regards qui tuent, il est des regards qui font vivre, disait Cocteau. Donc tout ça est de ce point de vue-là tout à fait vertigineux. Et je citerai sur cette question-là ce que Régis Aubry lui-même, qui donc a accepté l'avis du CCNE, qui est même partisan qui a fait voter cette proposition, lui-même dit les demandes d'aide active à mourir sont rarement l'expression d'une volonté, mais d'un épuisement, d'une souffrance que nous avons l'obligation morale et médicale d'interroger et de soulager. Ça c'est le deuxième point sur cette question-là. Alors après, il y a eu des questions, en particulier Mme Rousseau, sur la question des garde-fous. Pourquoi est-ce que les garde-fous sauteraient? C'est ça votre question. Pourquoi est-ce que la sagesse... Pardon? Voilà, c'est ça. Pourquoi je suppose qu'ils vont sauter? Premièrement, vous avez entendu comme moi, parce que je vous ai suivi par vidéo, vous avez entendu comme moi ce que M. Delfrécy lui-même disait, qu'il y aurait nécessairement une autre loi, parce qu'il y a beaucoup... c'est comme les lois Balai.
il y aura nécessairement quelque chose avec d'autres demandes sur d'autres éléments. Deuxièmement, vous avez entendu ce que Véronique Fournier elle-même a dit. Vous voyez tous les exemples à l'étranger. Il n'y a pas un seul exemple, dites-le moi parce que moi je ne le connais pas, un seul exemple à l'étranger où les verrous d'origine ont tenu bien longtemps. Aucun. Et dernier point, on voit bien qu'à partir du moment où on sort de la question de la fin de vie, où on sort du pronostic vital engagé, à ce moment-là, tout est possible. Pourquoi pas Alzheimer? Pourquoi pas les personnes qui le demandent? Pourquoi pas? Voilà. Et donc, si vous voulez, le problème, me semble-t-il, cette banalisation-là, c'est que, je fais court, mais vous avez, on le constate, les études et les enquêtes le montrent, ce dont nous parlons là, c'est-à-dire effectivement des situations de persistance, de personnes qui persistent aujourd'hui à demander, et on le comprend, qui demandent la mort. On considère, pour le faire vite, qu'on est de l'ordre de 0,3% ou 1%, disons 1%. Voilà. Eh bien, comment est-ce qu'on passe de 0,3% à 1% à, dans certains cantons des Pays-Bas, à 15%? Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où on accepte que, d'une façon ou d'une autre, les verrous sautent, et les verrous vont sauter, je ne veux pas avoir le syndrome de Cassandre, mais c'est évident. C'est se tromper soi-même que d'imaginer que les verrous ne vont pas sauter parce que la demande sociétale est trop forte. Eh bien, à ce moment-là, on va effectivement arriver à cette situation-là que je vois bien ailleurs, d'une banalisation et d'un effet boîte de Pandore et d'un appel d'air de toutes les souffrances existentielles qui peuvent exister. Ça me paraît tout à fait clair. Et dernier point, je ne sais plus qui, excusez-moi, j'aurais dû noter, par là-bas, la question de la vie invivable et de l'acte d'amour pour donner la mort. Voyez, je me dis, à partir de quel moment est-ce que la loi peut, d'une façon ou d'une autre, ou à partir de quel moment est-ce que le législateur ou l'État peut dire qu'une vie est invivable? Vous voyez, une vie invivable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, au sens où, effectivement, il y a à la fois la souffrance des personnes, à la fois la souffrance psychologique, psychique, il y a à la fois ces éléments d'aide, de partage, de projet de vie, d'éléments qui font que ce qui était invivable à un moment donné ne le devient plus parce que tout cela est pris en compte, parce que tout cela est accompagné, parce que tout ça s'inscrit dans un projet d'existence. Quant à la compassion qui supposerait qu'on donne la mort par acte d'amour, excusez-moi, moi je vois ce que c'est, ce qu'il en est de la culpabilité, du fait de donner la mort à ceux que l'on aime, la mort en elle-même est une culpabilité. La mort en elle-même de ses proches est une culpabilité, en elle-même, qu'on y ait participé ou pas. Voilà. Mais rajouter à cela la culpabilité de ceux qui font le geste, il me semble qu'il y a là quelque chose qui laisse à penser que le deuil, parce qu'il y a aussi le deuil, il y a aussi la culpabilité, ça existe, hein, et que cette culpabilité-là sera gigantesque au regard de ce geste-là qui a accompagné le fait de donner la mort à sa mère, quand bien même ce serait par amour. Merci. Merci. Et pour conclure, Monsieur Bataille, 5 minutes. Oui, dans le même temps imparti, un peu dans l'ordre et en répondant à travers des réponses malgré tout aux uns et aux autres. Sur la question de Monsieur Legendre, quand même, qui m'était un peu adressée sur qu'est-ce qui motive la société, la réponse que j'ai proposée, c'est précisément la solidarité à l'égard d'un seul et la capacité, par la loi, d'exprimer cette solidarité que l'on trouve sinon dans ce qu'on appelle l'émotion, à travers ce que j'évoquais tout à l'heure, le fracas médiatique, alors que la mort, et on l'a réévoqué avec Mme Paulette Guinchard-Kunstler, la mort reste un événement privé, la mort est un événement intime. La mort se vit évidemment à partir de ceux qui sont là, qui sont présents, qui l'accompagnent. Et je crois que c'est ça aussi dont nous parlons à l'instant. Je ferai volontiers écho au mot deuil qui a été dans pas mal des travaux que j'ai pu faire, y compris dans la préparation de la stratégie décennale ou d'une manière générale de la loi, pensant par exemple qu'aux maisons d'accompagnement qui sont dans la loi peuvent s'intéresser aux questions du deuil, c'est-à-dire pas simplement de répéter des unités de soins palliatifs, mais bien d'accompagnement, y compris des familles post-décès, dans des situations où il y a des enfants, il y a toutes sortes de situations. La mort évidemment
s'y exprime. Mais dans la deuxième question de M. Legendre, sur le proche non soignant, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre rapidement. Tout dépend évidemment du cadre général de quoi on parle. Mais il y a aussi la possibilité des associations. Et du reste, en Suisse, ce sont des associations dans lesquelles sont présents à la fois les proches, évidemment, mais aussi des médecins, y compris dans la gestion du dossier et dans l'autorisation, en tout cas la réponse qui est fournie. Mais il y a peut-être les associations, enfin elles existent, peut-être il y a un travail à faire de ce côté-là, et surtout que les bénévoles jouent un rôle très très important. Mais je serais assez d'accord, je pense, avec la réponse entendue, de ne pas imposer aux proches d'être l'acteur au sens le plus létal du terme, mais peut-être, et c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut une implication de la médecine et du soignant jusqu'au bout, c'est pour éviter ce genre de tragique, pour reprendre votre mot. Sur la question posée, je crois, aux sociologues, sur l'exemple canadien et la dimension fondamentalement inflationniste d'une loi qui a connu deux étapes. Elle était d'abord sur le Québec et après elle s'est entendue à l'ensemble du Canada, et c'est pour ça aussi que les données ont pu bouger fondamentalement. Mais cette idée, en tout cas, de la personne isolée, je crois que vous l'avez dit en citant des chiffres de sondage sur lesquels les sources mériteraient d'être précisées, vous le savez aussi, sur les sondages, il faut être prudent, mais de liquider les pauvres, pour reprendre l'aide de mon voisin, pour se débarrasser de la personne isolée, et de voir ça sous la forme d'une dérive, à dire vrai, ça porte un autre nom, c'est un assassinat, et la loi s'en occupe. Ou en tout cas, la loi n'autorise pas ça nulle part au monde. Sur la question évoquée par votre collègue qui a dû nous quitter, mais je la reprends quand même, de l'éthique palliativiste, reprenant éventuellement des références que j'ai moi-même produites, et dans mon entente de la question, de trouver un élément opérationnel pour actionner la loi et tous les principes qui la soutiennent. À mes yeux, c'est la notion de droit des malades, en tout cas c'est ce que j'ai voulu dire, et de reprendre le lien avec la loi de 2002 sur l'arrêt des traitements, qui est à mes yeux le Big Bang réel de la mise en scène de tout ce dont nous parlons encore aujourd'hui, et qui ne sont pas seulement les débats futurs à venir, mais aussi des débats anciens qu'on a quand même déjà beaucoup tenus, y compris dans cette enceinte, mais de s'appuyer sur le droit des malades, et en particulier, évidemment, en ouvrant le droit, et c'est comme ça que parlent les Belges, pour parler d'une loi qui nous est proche, la loi de demander l'aide à mourir, de pouvoir le demander, et évidemment, c'est ça qui enclenche toute une procédure qui tombe très vite. Après, mais je ne vais pas aller dans cette discussion, ce serait trop long, sur cet échange sur les verrous, puisqu'il ne m'était pas adressé directement, mais moi j'accolerais volontiers à la notion de verrou la notion de limite, et en particulier de la limite qu'on donne à sa propre existence. Et je voudrais vous rassurer sur ce point-là, quand on donne des limites à son existence et qu'on les atteint, on les repousse encore un peu, jusqu'à un moment où ça n'est plus supportable et où la vie, où l'invivable déborde, y compris de la situation objective dans laquelle on est, et c'est pris en compte. Voilà. Mais c'est cette idée, en tout cas, de limite, et d'être plutôt rassuré sur cette idée de limite, parce que vraiment, le réflexe est de le repousser. Sur la mort omniprésente, disait votre collègue Juvin, et là non plus je ne veux pas développer, mais ce qui a été le plus travaillé par la société pendant tous ces débats qui ont une vingtaine d'années, enfin, qui ont plus de 20 ans maintenant, si je les situe à 2002 et sur l'arrêt des traitements, eh bien c'est précisément la notion de fin de vie qui s'est installée. Et dans la fin de vie, il faut entendre la fin de l'existence et la capacité des uns et des autres à, là aussi, nommer un certain nombre d'éléments à cette existence qui n'est autre chose que la vie. Sur la question de Jérôme Gage, votre collègue, et les travaux que j'ai pu produire et leur unité par rapport au débat très centré d'aujourd'hui, c'est précisément ce que j'appelle une sociologie du sujet vulnérable. Je ne développe pas, mais le travail de cette sociologie du sujet vulnérable est de garder la qualité de sujet au plus vulnérable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déplacement, y compris dans une relation d'aide, de la personne en tant que personne, et pour le sociologue, la personne dotée de droits politiques, ça s'appelle un citoyen. Donc ce sont des droits citoyens qu'il est possible de mobiliser en dotant le sujet le plus vulnérable de la capacité à s'exprimer sur la plus grande des vulnérabilités, qui est sa propre mort. Et je pense, au moment de dire ça, sans pouvoir développer, mais vous pouvez le retrouver, à la figure de Claude Gau, du professeur de médecine Claude Gau,
que vous connaissez, qui est souvent venu sans aucun doute dans des exercices similaires, sur l'accidentologie. Et Claude Gaulle, il y a quelque temps, Le Monde en a fait une page complète, s'est rendu en Belgique pour mourir, après effectivement l'annonce d'une maladie de Alzheimer. Et la coquetterie qui n'en est pas une, et je ne devrais pas utiliser ce mot, car c'est la beauté probablement du geste, c'est qu'il a retardé ce départ en Belgique parce que sa fille lui a demandé un peu plus de temps pour pouvoir l'accompagner et s'y préparer. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il est allé en Belgique et il est mort en Belgique sur une situation qui s'annonçait dramatique, pour reprendre encore une fois le terme de mon voisin. Pour en terminer, et pour vraiment conclure, ce que je crois être la convocation à laquelle nous répondons, chacun avec nos outils et notre capacité à les mettre en dialogue, c'est au fond une dimension humaine d'une situation profondément humaine avant qu'elle soit sociale, et de trouver, et c'est difficile, un support légal à cette situation humaine. Et je dois dire, si vous m'y autorisez, que pour les cas que j'ai suivis, se rendre à l'étranger pour mourir, c'est aussi et surtout, et c'était aussi le cas de Madame Paulette Guinchard, de mourir dans le cadre de la loi et pas clandestinement. D'avoir une loi quand dans toute sa vie, on a exercé dans le cadre de la loi. On ne peut pas mourir hors la loi. Merci, messieurs, pour vos propos liminaires, les réponses aux questions que vous avez apportées à mes collègues députés et pour ce débat passionnant. 2 minutes de pause et on fait la table ronde des soignants.